It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Bonjour à toutes et à tous, la saison 2026 de MLS débute ce week-end. Pour Lucarne Opposé, cela signifie que pour la 18e année consécutive, nous allons vous accompagner dans le suivi d'un championnat qui, il est vrai, a bien changé depuis que l'on s'y est mis. En cette année de Coupe du Monde, peut-être envisagez-vous de plonger justement à la découverte de cette fameuse MLS pour y suivre les exploits de Lionel Messi, de Thomas Müller ou encore de Son Heung-min, ou encore pour découvrir ces Français qui ont pris l'habitude d'y briller. Eh bien, ça tombe bien, car la compétition sera à suivre sur Apple TV pour tous ceux qui disposent d'un abonnement ou pour ceux qui ont accès à cette plateforme via les offres de Canal+. Que vous soyez suiveur aguerri ou simple novice, bienvenue à vous, il vous faut tout de même quelques clés pour bien entrer dans cette saison. Aussi, nous avons réalisé une émission de près de 3h30, dont la rediffusion est disponible sur notre chaîne YouTube et au cours de laquelle on a répondu à toutes les questions qui nous ont été posées au sujet de la MLS, son histoire et sa saison, et son format aussi, et nous avons présenté les 30 équipes qui composent ce championnat. Mais on s'est dit aussi qu'il pourrait être plus simple pour vous, amateurs de podcast, d'avoir ce guide au format audio. Mais avant de vous lancer dans ce guide, petit rappel quand même pour les petits nouveaux qui vont découvrir la MLS cette année. Celle-ci se dispute de février à novembre, sachez d'ailleurs que c'est la dernière saison qui va suivre ce format-là. 30 équipes, je le disais, y participent, elles sont réparties en 2 conférences de 15. Ces équipes disputent une première phase, dite phase régulière, au cours de laquelle elles disputent 34 matchs, avant de voir les 9 premiers seulement de chaque conférence se qualifier pour les playoffs. À l'issue de ceux-ci, le vainqueur de la conférence Est affronte le vainqueur de la conférence Ouest dans ce que l'on appelle la finale de MLS Cup, l'équivalent du Super Bowl pour les amateurs de NFL. Cette finale se déroule sur le terrain du mieux classé au classement cumulé des 2 conférences de la saison régulière. Et le vainqueur de ce match est donc le champion MLS, le tenant du titre, c'est l'Inter Miami de Lionel Messi, justement. Place donc à ce guide issu de l'émission que nous avons réalisée en direct, guide que l'on va pour des raisons de confort découper en 2 épisodes. Et dans ce premier épisode, on vous emmène justement chez le champion en titre, chez Lionel Messi et ses amis, à la découverte des 15 équipes de la conférence Est. Bonne écoute. On va y aller conférence par conférence. Je vais démarrer par la conférence Est et je vais vous rappeler, ou pas, si vous allez profiter de 2026 pour découvrir la MLS, juste vous rappeler le classement de la saison dernière, à l'issue de la phase régulière de MLS 2025. L'équipe qui avait remporté la conférence, c'était Philadelphie, qui avait été aussi l'équipe vainqueur du Supporters Shield, c'est-à-dire que c'était donc l'équipe qui avait accumulé le plus de points Est et Ouest compris, tout simplement. Donc Philadelphie avait devancé Cincinnati, Miami, Charlotte, ces 4 premiers-là. Je ne vois pas Metz dans le classement. Non, il n'y a pas Metz dans le classement. Metz, pour dire les choses, en MLS, alors il n'y a pas de relégation en MLS, c'est un vieux débat, il y a des gens qui se battent pour la promotion-relégation, sachant qu'il n'y a pas de 2e division avec la MLS aux États-Unis. Il y a dans la pyramide américaine une autre ligue qui existe, qui s'appelle l'USL, qui pour l'instant est considérée comme le niveau 2 de la pyramide du football, parce qu'il y a un cahier des charges qui est défini par la fédération. Il n'y a pas de véritable passerelle entre les deux, même si beaucoup de clubs qui sont aujourd'hui en MLS viennent d'USL. Vous voyez le 2e de ce classement, par exemple, Cincinnati, était une équipe d'USL. Donc il n'y a pas de promotion-relégation, il n'y a pas de seconde division. L'USL est considéré comme la 2e étage, mais n'est pas véritablement la 2e division. Les seules fois où ces équipes-là se rencontrent, c'est lors de la Coupe des États-Unis. Et j'en profite, parce que c'est la chose que je rappelle à chaque fois. Et quand il y a du monde, c'est bien de toujours le rappeler, pour continuer d'ancrer cela dans les esprits, que la Coupe des États-Unis est plus vieille que la Coupe de France. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent que la MLS que
que le football est arrivé aux États-Unis en 1995 ou qu'il arrive avec Lionel Messi. Non, le football, et je vais aussi le rappeler encore, était professionnel aux États-Unis à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire 40 ans avant la France, par exemple. En 1890, il y avait déjà des championnats professionnels aux États-Unis et ils ont eu du football professionnel jusqu'aux années 30, avant que ceci s'effondre et doivent attendre l'arrivée des années 60 pour retrouver un vrai championnat professionnel. C'était la NASL et la MLS aujourd'hui, qui a fêté son 30e anniversaire la saison dernière. La MLS est la ligue professionnelle de football aux États-Unis la plus pérenne dans l'histoire de ce sport et au pays. Elle est la seule qui a vécu et qui vit encore aussi longtemps. Mais donc on est à l'Est, voilà le classement que vous aviez vu l'année dernière. Et nous, là maintenant, on va s'intéresser à cette année. Alors je le disais, je vais vous montrer mes pronostics à l'issue de la saison régulière. Donc bien évidemment, comme ce sont des pronostics, ça ne va pas se produire, hein. Vous connaissez la chanson. Je profite du fait que Ludwig ne soit pas avec nous pour mettre Montréal à la dernière place. Comme ça, il peut pas écrire dans le chat, je quitte tout de suite cette chaîne. Voilà, mais je lui ai laissé entendre que j'étais pas très ambitieux pour cette équipe-là. Voilà mon idée. Et on va en parler, on va analyser plus précisément les 5 premiers de ce classement. On y va un petit peu en remontant. Donc pour moi, Montréal va souffrir cette saison. Je peux l'expliquer si vous le voulez. Je peux vous expliquer cela dans un instant, pourquoi je pense qu'ils vont souffrir. D'ici aussi, New England, ça va être compliqué. Et ensuite, en fait, il y a une grande incertitude. Alors ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je pense qu'entre le 4e et le 12e, ça fait beaucoup d'équipes, ça fait la moitié des équipes, ça va être très compliqué de véritablement pouvoir y voir très clair, en tout cas à ce moment de la saison. Il y a pour moi des équipes qui peuvent surprendre, si on a envie d'y croire. Par exemple, Toronto a une équipe qui est armée pour faire des choses intéressantes. Le problème, c'est que quand on commence à avoir l'habitude de Toronto, on sait que les projets, au bout de 2 mois, c'est fini. Donc il suffit de 5 défaites et c'est fini, tout le monde est en vacances. Il y a eu le projet Italie, en faisant venir beaucoup de joueurs italiens. Je rappelle qu'il y a une grosse communauté italienne à Toronto, donc c'était aussi un moyen de fédérer davantage autour du club. Ça n'a pas fonctionné. Et donc là, on n'est pas du tout sur cet aspect-là. Et donc voilà, Orlando, il y a des bons joueurs. Non, oui. Alors, ce que je vous propose, c'est que on regarde un petit peu les 5 que je vois, les top 5. J'explique un petit peu pourquoi, sachant que dans mon top 5, il y en a un que je trouve fragile, vraiment. Et on va commencer par lui. C'est le 5e, celui que j'ai classé 5e, c'est Philadelphie. Alors pourquoi je les ai mis si haut ? Parce qu'ils partent pas de rien. Ils étaient la meilleure équipe de la saison dernière, mais il y a eu quand même de gros changements dans l'effectif. Je vais vous afficher ce que devrait être le 11 de départ. Je me suis amusé à faire les 30 équipes, comme ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur l'équipe que vous voulez, et je vous mettrai ce qui pour moi devrait être les 11 types, sachant que le mercato se termine dans 1 mois et demi à peu près. Donc ça peut bouger encore un petit peu. Donc voilà, j'ai passé ma journée à faire des petits visuels pour les différentes équipes. Il y a dans cette équipe-là, beaucoup trop d'inconnus par rapport à la saison dernière. Ils ont perdu celui qui était considéré comme le meilleur latéral de la ligue, Kai Wagner. Ils ont perdu Jacob Glesnes dans l'axe. Ils ont perdu Ty Baribeau qui les a tenus devant l'année dernière avec ses buts. Pas forcément le joueur le plus élégant, mais il a été hyper efficace. Ils ont laissé partir aussi une sorte de super sub qui était Michael Oure. Mais à la place, ils ont recruté beaucoup de jeunes joueurs. Vous le voyez notamment derrière, notamment surtout devant. Je pense à leur duo d'attaque, Damiani Alado. Ça dépasse Alado à 20 ans. C'est un jeune Ghanéen de 20 ans qui est l'un des joueurs potentiellement à suivre cette saison. Donc c'est la grande inconnue, c'est-à-dire que on est sur 2 gamins devant, un qui sort de sa première saison MLS qui n'a pas été si mauvaise. Damiani a fait une bonne saison, il doit avoir 22 ans je crois Damiani. Et l'autre va découvrir la MLS du haut de ses 20 ans. Alors, moi je l'ai jamais vu jouer à l'ado, j'ai vu des vidéos, des compilations, on fait dire ce qu'on veut à des compilations, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà. Mais pour l'instant c'est jeune. Et le problème c'est qu'en face, il y a quand même des sacrées équipes, il y a quand même des armadas qui sont très très fortes et très très fortement armées aussi, notamment une qui est au-dessus de tout le monde je pense, vous l'avez vu sur le classement, mais voilà. Et donc, changement de défense centrale, je crois que Larsen qui est arrivé à 25 ans, toujours André Blake dans les buts, même s'il est vieillissant, ça reste l'un des meilleurs gardiens. Un problème avec Kai Wagner, il n'y aura plus les passes décisives du latéral Kai Wagner. Il y a un milieu de terrain qui fonctionne. Franchement, pour le coup, Iloski, Danley Jean-Jacques, Lukic et Vassiliev, ça fonctionne. Grosse interrogation devant.
Interrogation devant, interrogation derrière, c'est quand même un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que pour moi, Philadelphie, ça peut... C'est-à-dire que si tout s'enclenche vite, ça peut être bon. Sinon, ça peut souffrir un petit peu. 5e, tu vas quand même en play-off. Mais je les vois vraiment pas aussi forts que l'année dernière. Et c'est pour cela que dans cette conférence, je les mets 5e. Et c'est pour cela aussi que devant eux, j'ai tenté le pari du crew. Alors, on va pas m'accuser d'être absolument porté par Wilfried Nancy, puisqu'il n'est plus là. C'est l'ancien entraîneur de Malmö qui est arrivé à sa place. Mais ce que je viens de dire pour Philadelphie ne s'applique absolument pas à Columbus. C'est-à-dire quasiment pas de mouvement du côté de Columbus, un effectif très stable. Il y a eu forcément le départ à la retraite de la légende Darlington Nagbe, avec la question que ça va poser de savoir qui va aller à côté de Dylan Chambeau au milieu. Est-ce que ça sera Sean Zawadzki? Est-ce qu'ils vont replacer Hugo Picard un petit peu plus dans l'axe? On devrait, d'après les dernières tendances qui se dégagent, repartir sur un système assez proche de ce que les joueurs connaissent et se connaissaient l'année dernière. Et pourquoi je vois Columbus mieux cette saison? En tout cas, on va l'espérer. C'est parce que Abou Ali, normalement, va être là. Les débuts d'Abou Ali avaient changé les choses. Columbus a longtemps souffert de l'absence de numéro 9 l'année dernière. Ils l'ont trouvé avec... ils avaient donné la place à Jason, la chance aussi, et surtout, on l'avait beaucoup dit, à Jason Russell-Rowe, qui est aujourd'hui à Toulouse. Ils avaient essayé Ibrahim Aliou en pointe, ça fonctionnait pas de fou. Ils ont fait venir Abou Ali. Abou Ali, ça a marché instant. Dès son arrivée, ça a marché, sauf qu'il s'est gravement blessé et a fini sa saison. Il a dû disputer 5 matchs, je crois, l'année dernière. Abou Ali a déjà marqué lors des premiers matchs de préparation. Donc voilà, il y a un vrai neuf, il y a une équipe qui se connaît par cœur, il y a un entraîneur qui a été choisi, pas pour faire du Wilfried Nancy, mais pour être un petit peu dans la suite logique avec le même genre d'intention. Il y a des joueurs qui devraient cette saison, si tout va bien, continuer à marquer les esprits. Je parlais à l'instant de Kai Wagner dans le côté latéral qui délivre de la passe et qui est extrêmement offensif et extrêmement dangereux. Le duo Arfsten-Herrera, même si je pense qu'Arfsten ne résistera pas à la Coupe du Monde, va être très très solide sur cette saison. Ils ont déjà été l'année dernière. Il va y rester une interrogation du côté de Columbus, c'est est-ce que Gazdag va enfin prendre ses marques dans cette équipe-là? Mais on est sur un effectif extrêmement solide, un effectif extrêmement revanchard, avec très peu de modifications, enfin, voire pas du tout de modifications par rapport au 11 type de l'année dernière. On repart avec les mêmes. Une autre dynamique avec un nouveau coach, c'est pour moi la raison qui fait que Columbus part avec de l'avance sur Philadelphie et sur d'autres équipes, même s'il y en a qui se sont armés derrière, on pourra en parler si vous le souhaitez. Pour revenir à ce classement, donc Philadelphie 5e, Columbus 4e, 3e, Cincinnati. Alors Cincinnati, pourquoi? Parce que déjà, vous l'avez vu l'année dernière, ils étaient déjà à la 2e place, ils se sont longtemps bagarrés. Pareil, pas forcément beaucoup de départs de marque du côté de Cincinnati. Je vais aussi afficher pour ceux qui sont sur la vidéo et ceux qui sont en direct là ce soir, pas de grands changements du côté du 11 annoncé. Quelqu'un pour prendre la place de Brenner qui avait fait du bien à son arrivée en deuxième partie de saison mais qui est retourné au Brésil maintenant, et on va suivre avec attention ce que peut donner Jabari en pointe à côté de Kevin Denke. L'arrivée de Ramirez aussi, l'équatorien dans le couloir. C'est une équipe solide, on l'a vu l'année dernière. C'est une équipe qui offensivement peut faire mal. Si sur la saison régulière, je pense, ça peut le faire, il y aura toujours le même problème avec cette équipe-là de Cincinnati pour franchir un cap, c'est que Cincinnati va dépendre d'un homme qui est au centre de l'image, qui s'appelle Evander. Et Evander, c'est toujours exceptionnel en début de saison, très bon sur la fin de la phase régulière, pour disparaître quasiment lors de la phase de play-off, c'est-à-dire au moment où les choses comptent. Il a beaucoup à faire à prouver, Evander, cette année. Tout va dépendre de lui, vraiment, ou tout va dépendre de la capacité, parce que tout ce que je le dis aujourd'hui, c'est pour la phase régulière, mais pour les playoffs, n'oubliez pas qu'il va y avoir l'été aussi, qui peut changer des choses. Voilà, Cincinnati, ça devrait quand même être présent dans le haut du panier. Je les ai mis 3e, et ça devrait le faire. Pourquoi je les mets pas plus haut? Parce que dans cette conférence, il y a 2 équipes qui me semblent être au-dessus du lot au moment où l'on parle, et donc, je rappelle, au moment où on parle, c'est en admettant que le marché de mois de juin, à partir du mois de juin, il n'y a pas de modification hyper importante. 2 équipes au-dessus, la première pour moi c'est Nashville. Alors ça paraît surprenant, dit comme ça, parce que tout le monde ne s'attend pas forcément à Nashville, tout le monde ne suit pas forcément avec attention Nashville. Je vous rappelle que l'année dernière, Nashville a fini 6e, je vais pas dire dans un relatif anonymat, mais c'est une équipe qui est connue pour être pénible à jouer. Généralement, c'est une équipe qui a bousculé
l'Inter Miami, hein, d'ailleurs en play-off avant de se faire tarter, mais il y a eu un match où ils ont vraiment bousculé l'Inter Miami. Pourquoi Nashville? Je vais vous mettre le 11 de départ de Nashville parce que ça s'est renforcé très très fort. Alors, on devrait avoir un changement de gardien. Schwake était déjà présent dans le club. Joe Willis reste là, mais normalement on devrait inverser les deux gardiens, c'est-à-dire que Schwake va prendre la place dans les buts, pardon. Mais on garde plus ou moins le squelette de l'année dernière, donc Jason Palacios, Andy Nahar, Yazbek Takset, Muil, je viens de manger son prénom, Alex je crois, et le duo Mukhtar Surridge. On attend beaucoup de Surridge, notamment sur la phase d'élimination directe où il a un tout petit peu déçu l'année dernière, mais sur la phase régulière, il va faire le taf, le garçon. Et il y a eu deux très très grosses arrivées du côté de Nashville. Alors il y a eu le départ de Walker Zimmerman qui avait manqué une partie de la saison l'année dernière, qui était un des rocks de la défense. Ils ont fait venir un garçon que tout le monde attend avec très très forte impatience. Je vous invite à aller voir quelques vidéos de ce garçon-là. Woledzi, il s'appelle. Il est ghanéen. Il a 20 ans, je crois. Et attention défensivement à ce garçon-là, c'est un monstre. Hein. C'est très très grand. Ça se projette très très fort. C'est pas Zimmerman qui est resté un petit peu plus derrière. Donc on connaît la solidité défensive habituelle de Nashville. Ils n'ont pas trop perdu au change. Et offensivement, ils ont rajouté un atout. On a dit offensivement l'année dernière ça dépendait beaucoup du duo Mukhtar Surridge. Cette année ils ont rajouté un facteur X supplémentaire, Christian Espinosa qui arrive des Quakes. C'est l'un des gros coups de l'été. Ça a été écrit dans le chat par Filiusse. C'est l'un des gros coups de l'été. Il y a une cartouche supplémentaire offensive et pas n'importe laquelle parce que c'est un garçon qui a déjà fait plus que ses preuves en MLS. Donc il y a d'un côté cette solidité défensive qui ne devrait pas être perdue parce qu'on attend beaucoup de ce duo Woledzi Palacios et il y a un élément supplémentaire dans cette armada offensive. Et donc voilà. Donc pourquoi Nashville deuxième? Parce qu'ils vont garder, je pense, cette solidité. Et il y a cet équilibre, le squelette reste le même et il y a cet atout offensif supplémentaire avec Christian Espinosa. Équipe à suivre. Vraiment, pour le coup, Nashville, cette saison, équipe extrêmement dangereuse, qui pour moi, devrait lutter pour la deuxième place. Je sais que du côté de Nashville, certains supporters commencent à dire on est là pour aller chercher le titre. Je rappelle que Nashville, l'année dernière, a gagné la Coupe des États-Unis, a gagné l'US Open Cup. Donc ça a aussi attisé des ambitions du côté du club. Et on attend beaucoup de la saison 2 de la saison 2 avec BJ Callaghan aux commandes. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'appuyer. Ils ont été sortis par Miami l'année dernière. Et justement, si je les vois deuxième, c'est parce que au-dessus, il y a Miami qui, normalement, Nostromo posait la question au début de live, est-ce que Miami peut faire le back-to-back? En tout cas, gagner la conférence, oui, largement, parce que même avec Mascherano, même avec Javier Mascherano, parce que pour le coup, s'il y a une équipe qui est allée extrêmement violemment dans les renforts, c'est bien l'Inter Miami. C'en est choquant, nous dit Filiusse. On va regarder le 11 potentiel, le 11 type potentiel. Ils ont perdu Alba et Busquets qui sont partis à la retraite, mais ils les ont remplacés par Reguilón et par David Ayala qui arrive de Portland et qui a fait une très très belle saison avec Portland et dont l'association au milieu de terrain avec De Paul, parce que l'Inter Miami a conservé Rodrigo De Paul qui est DP cette saison, donc ils ont conservé Rodrigo De Paul, ils ont conservé, même si vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre les lives avec moi, je suis pas un grand fan du garçon, mais ils ont conservé Allende cette saison qui a été ultra décisif pendant les playoffs, c'est quasiment lui qui leur donne le titre, mais surtout il y a 3 points où ils se sont renforcés de manière incroyable, même si Rocco Rios Novo l'année dernière a fait une très belle saison. Ils ont laissé partir Oustari, ils ont recruté Barazza aussi pour jouer le rôle de potentiel troisième gardien, mais ils ont surtout été chercher tout simplement le meilleur gardien de MLS, Dane Sinclair, qui était à Minnesota. Ils sont allés le chercher. Ils ont allé chercher un central de qualité autre que Maximiliano Falcon. Ils sont allés chercher Michael qui arrive de Houston, me semble-t-il, et qui était vraiment déjà très très, qui est une des valeurs sûres de la MLS. Et puis surtout, je sais pas si on doit dire surtout parce que j'ai l'impression que je le dis à chaque ligne, ils sont allés chercher un neuf. Il y a un neuf qui, à mon avis... Ah oui, qui arrive de Palmeiras, pardon, merci Raph. Ils sont allés chercher un neuf qui a ravagé, qui va, je pense, ravager les défenses de MLS, qui a fait très très mal en Liga MX de manière générale, qui s'appelle Germán Berteram. Et si vous ne connaissez pas le garçon, c'est un monstre, c'est un cube immense, c'est puissant, ça va vite, ça frappe fort.
C'est un neuf comme aucune équipe n'a en MLS, même ceux qui ont des joueurs vedettes. La bise à Timo Werner, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais voilà, Berterame, c'est vraiment un facteur X supplémentaire. On va voir si le petit Matteo Silvetti garde le couloir gauche. Il a fait une très très belle deuxième partie de saison. Berterame, je sens le flop. Non, Berterame, Berterame, c'est 20 buts en MLS. Hein. On va pas se mentir sur ce niveau-là. Il va faire une Denki. Non, c'est pas le même. On verra, mais c'est pour moi pas le même profil que Kevin Denke. Et il va surtout avoir Lionel Messi derrière lui pour l'alimenter. Il va avoir Reguilon, que l'on attend dans le couloir gauche. Il y a une interrogation, c'est Ian Frey sur le couloir droit. Il va toujours peut-être y avoir ce petit point sur le couloir droit, mais non. Berterame, si vous ne connaissez pas German Berterame, je pense que vous en ferez vite la connaissance. Ça va faire très très mal à toutes les défenses de MLS. Et donc voilà, il va tellement scorer que ça va en devenir indécent. Il va falloir se partager les buts avec Messi. Donc il a, sur le papier, Mascherano a une équipe beaucoup plus équilibrée que l'année dernière. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais parce que pour le coup, il retrouve un duo axial, pour moi, plus qualitatif. Attention à Noah Allen qui pourrait partir. Donc ça peut être aussi un élément dans les mois à venir. Mais donc au mois de juin, on a le temps de voir. Miami s'est renforcé, c'en est, comme le disait je ne sais plus qui, je crois que c'était Phil Husset qui disait ça dans le chat de manière indécente. C'est l'équipe qui a le plus gros effectif de MLS, qui a le plus grand nombre de solutions, parce que je rappelle que Luis Suarez est toujours là pour jouer le rôle de super sub. Il va y avoir une interrogation quand même sur les premiers mois qui va se poser pour l'Inter Miami, même de manière générale, surtout sur les premiers mois jusqu'au mois d'ici le mois de juin. Vous voyez très bien où je veux en venir, je pense. Ça va être la gestion du temps de jeu de Lionel Messi. On annonce déjà qu'il est un petit peu blessé. Bon, voilà, il a eu un petit souci lors du dernier match amical contre Barcelona. Ils ont fait annuler un match contre Independiente del Valle pour qu'il puisse se reposer. Il devrait être là pour l'ouverture de la MLS, on va voir. Mais on sait très bien que plus la Coupe du Monde va se rapprocher, plus Lionel Messi va être reposé de manière générale. Donc il y a quelques matchs qu'il va probablement manquer. Est-ce qu'ils peuvent tomber ensuite en play-off? Des accidents, c'est possible. C'est arrivé il y a 2 ans. Ils sortent au premier tour des play-offs face à Brad Guzan et Atlanta. Est-ce qu'ils peuvent tomber face à une équipe de la conférence Ouest? On va y aller dans un instant. Oui, peut-être, parce qu'il y a du lourd de l'autre côté. C'est peut-être la conférence la plus rude. Bizarrement, j'avais l'habitude de dire que l'Est était quand même, soi-disant, était plus fort. Je trouve que cette année, les rôles se sont peut-être un petit peu inversés. Bref, voilà pour moi qui devrait être le top 5 de cette conférence Est. Voilà. Je vous donne aussi mes autres équipes que je vois aller en play-off, sachant que je pense que ça va pas se jouer à beaucoup. Traditionnellement, alors c'était pas trop le cas l'année dernière, mais traditionnellement la course au play-off, tout se joue à Decision Day, c'est-à-dire la dernière journée de phase régulière, parce que c'est généralement ultra serré. Je la vois très serrée. J'ai placé les deux New York, j'ai placé Atlanta parce que je veux croire à l'effet Tata Martino. On n'a pas forcément, je peux vous montrer, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à certaines équipes, je peux vous montrer les 11, je les ai tous faits, donc vous pouvez y aller. On peut parler des 11 un petit peu plus en détail. On va peut-être parler un petit peu de Montréal quand même, parce qu'on est francophone, les amis. Tu peux mettre le 11 de Chicago. Je peux te mettre le 11 de Chicago, bien sûr. On peut parler de Chicago, qui pour moi, tu as vu le classement. Voilà. Je les ai mis à la lutte, mais je suis pas grandement persuadé. Voilà à quoi devrait ressembler le 11 de Chicago. Franco est blessé. Il y a le trio offensif qui est un petit peu sur courant alternatif, même si Zinkernagel est peut-être le plus décisif des trois. Jonathan Bamba, c'est un peu... voilà. Défensivement, moi, Chicago, ça me semble trop compliqué, de manière générale. J'ai beaucoup de mal avec cette équipe-là. Pour moi, ça passe en play-off de justesse. En fait, c'est vraiment... sur ces places-là, ça va être... je pense que ça va vraiment être la bagarre cette année. Sur les places 6, 7, 8, 9, 10, 11. On verra si Toronto parvient à se mêler à la lutte. Il y avait beaucoup d'attentes sur Chicago déjà l'année dernière. On s'était dit tiens, sur le papier ça peut être intéressant. Et vraiment, j'insiste, on va pas oublier que c'est Greg Berhalter l'entraîneur et que bon, on parlait tout à l'heure de Mascherano et de son incapacité à donner un cadre. Je l'ai pas dit comme ça, mais voilà pourquoi Mascherano c'est compliqué, parce qu'il n'est pas capable de donner un cadre collectif sur lequel les joueurs peuvent s'appuyer. Berhalter, c'est un peu le même problème. Donc voilà, il y a Robin Lod aussi qui peut prendre place au milieu. Il va le faire, je pense, le temps que Alan Franco revienne, notamment. À voir si Davila, je crois qu'il a 22 ans, l'Ivoirien.
au milieu de terrain prend cette place de 6, parce que normalement Franco et Saletros pardon, devraient être un peu plus offensifs. Hein. Les 3 du milieu sont pas alignés. Hein. Il y a un 6 et on va dire 2-8. Donc voilà. Chicago, on va y aller doucement. C'est Greg Berhalter. Très vite, ça peut ressembler à n'importe quoi. Donc voilà. Il y a des projets que je trouve intéressants hein, sur le papier. Vraiment, pour le coup, Toronto, c'est intéressant. Je peux vous montrer le 11 type de Toronto qui avait bien fini, pas trop mal fini la saison. On va pas dire bien fini la saison, mais pas trop mal. On a vu des choses intéressantes. Il y a de quoi faire. Vraiment, ils se sont renforcés. On parlait de Walker Zimmerman qui est arrivé à Toronto. Donc ils ont une défense centrale, même si Zane Monlouis est encore un peu jeune, mais ils ont une défense centrale un petit peu plus solide. Ils ont des latéraux intéressants aussi, notamment dans leur rapport offensif, surtout. Même si je trouve que Richie Laryea, par exemple, de son côté, c'est un peu plus léger défensivement parlant. Ils ont un homme que l'on espère retrouver au niveau Los Angeles FC, c'est José Cifuentes au milieu. Et puis après, c'est vrai que le duo Osorio-Cuello, c'est pas écrit en entier, hein, tout rentre pas, mais Osorio-Cuello, Mihailovic, Corbeanu pour les deux de devant, Mihailovic un peu plus en position de 10. Il y a peut-être le défaut du 9. Effectivement, ils sont sur Sargent. Ça a l'air d'être compliqué, cette histoire. Kerr, je pense que ça va être un peu limité sur les premiers temps. À voir. C'est une équipe qui, normalement, doit se battre pour les playoffs. Si elle aligne des planètes. Je vous disais, on va parler quand même un petit peu de Montréal. Hein, quand même. Parce que c'est des francophones. Et pourquoi je les mets à la dernière place, Montréal ? Parce que Montréal, ça a perdu du monde. Et parce que Montréal, ça me semble extrêmement compliqué, particulièrement derrière. Alors, il y a des arrivées intéressantes. Thoralson, c'est intéressant. C'est pas un top joueur, mais c'est intéressant. Toto Aviles, c'est quand même hyper irrégulier. Il va falloir qu'il retrouve faut qu'il trouve une régularité. Ça peut être un excellent joueur, mais il est capable de fautes de concentration absolument terribles. Brian Vera, bon, c'est un peu la même chose. Voilà. Ils ont un excellent gardien. C'est sûr. Mais après, c'est très compliqué, je trouve. Alors, j'ai mis Carmona côté gauche parce que je vous avoue, je ne sais pas trop qui mettre côté gauche. Donc, voilà. Je ne sais pas trop comment ça va s'organiser. Certains pensent que Ivan Jaime va jouer à gauche, mais j'en suis pas convaincu. Sinchuk, on y croit ? Oui, oui, on peut y croire. Je trouve que c'est léger. Alors, il y a Prince Owuzu devant qui est extrêmement intéressante. Devant, pas de Canadien dans le 11. Si, Petrasso. Petrasso est canadien. Donc voilà. J'ai mis Wilkerman Carmona à gauche parce qu'il peut le faire, mais c'est pas un ailier. Je sais pas trop comment va s'organiser cette équipe-là. On va voir. Je suis pas hyper emballé par. Je trouve que cette équipe est trop. On l'a vu l'année dernière. En fait, l'année dernière, le problème de Montréal, c'était quoi ? Cette équipe jouait bien, mais n'était ni efficace devant, ni efficace derrière. Voilà. C'est ballot, hein. Mais elle jouait bien. Elle arrivait à se procurer des situations, elle arrivait à contrôler des matchs, à prendre le contrôle des matchs, mais elle se faisait toujours punir. Voilà, elle est bizarre cette compo. J'ai eu du mal à savoir comment organiser le milieu. Voilà. Parce qu'il il manque un ailier, concrètement, à Montréal. Pour dire les choses très clairement, il manque un joueur de couloir, un offensif de couloir. Voilà, pour moi, hein, de mon avis. Donc j'ai essayé d'assembler, tu vois, un petit peu comme je pouvais. Je peux me tromper, hein. Je suis pas coach de Montréal, hein. Je suis pas Marco Donadel. Donc voilà, il va faire sa première saison. Il y a une possibilité, c'est de mettre Thoralson à gauche parce qu'il l'a déjà fait et de mettre par exemple un Guboglo latéral droit. Mais il manquerait pas un 10 plutôt. Jaime, c'est un mec de côté de base. Je pense que Jaime peut jouer un peu plus dans l'axe. Pour moi, Jaime va jouer dans l'axe. Donc voilà. Si c'est vraiment ça, la saison va être très longue. Écoute, le seule modification que je vois par rapport à ça, c'est éventuellement mettre Thoralson ailier gauche. Oui, Loturi, tu peux le mettre au milieu, à la place de Losenko, par exemple. C'est Losenko ou Loturi, à mon avis, à côté de Longstaff. Mais c'est trop, pour le coup, c'est trop léger. Et on va pas se mentir, le banc de touche, c'est très compliqué. Parmi les recrues, ils sont allés chercher un jeune attaquant suisse qui arrive, je crois, de D2. Strite, on connaît pas, on sait pas. Bon, après, il va falloir trouver sa place, hein, parce que Prince Owuzu, c'est pareil, Prince Owuzu, est-ce qu'il va rester longtemps dans cette équipe-là ? Voilà, moi, ça m'apparaît trop compliqué, Montréal, cette saison, surtout aussi parce que c'est une compétition, donc il y a des concurrents, et pour moi, les concurrents sont mieux armés que voilà, on verra. Mais pour moi, c'est pour ça que Montréal va
je pense, un petit peu souffrir dans cette conférence Est. C'est pas du tout ça que je voulais afficher. C'est ça, mes prédictions, qui donc forcément, les prédictions que j'ai données, Miami 1er, Nashville 2e, Cincinnati 3e, Columbus 4, Philadelphie 5, Charlotte 6, New York, Red Bulls 7, City 8, Atlanta 9, Orlando 10, Chicago 11, Toronto 12, New England 13, DC United 14 et Montréal 15. Ces prédictions-là, vous pouvez à peu près être sûr que ça n'arrivera pas. Donc voilà. Orlando, tu mets quoi comme 11 ? Eh bien écoute, je vais t'afficher Orlando, ce que je mets comme 11 du côté d'Orlando, et ça va me permettre de te dire pourquoi j'y crois pas des masses à cette équipe. J'y crois pas des masses parce que devant, à part Oreda, éventuellement Pasalic, bon Spicer c'est intéressant mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça va dépendre d'Oreda. Duncan Maguire, je peux pas. Voilà, pour moi c'est trop léger à l'échelle d'une saison. Pour Orlando, pour tenir l'équipe. Donc voilà. Spicer ou Ivan Angulo. Ivan Angulo a pas fait une grosse saison l'année dernière dans le couloir gauche, donc peut-être que Spicer a son mot à dire. Ils ont perdu Pedro Galliese dans les buts. Je suis pas convaincu qu'il gagne au change avec le Crépeau de 2026. Effectivement, on se rappelle du Crépeau de Los Angeles 2023. On en est loin. Depuis, c'est assez compliqué. C'est une équipe qui avait du mal défensivement l'année dernière. Il doit faire avec la blessure de Robin Johnson, qui est un petit peu le patron de la défense centrale. Le duo Atuesta-Cartagena, c'est intéressant, mais c'est, je trouve, assez limité au milieu. Et il n'y a pas de neuf, quoi. Donc vraiment, cette équipe, je la vois... Ça me paraît compliqué. Après, c'est Oscar Pareja l'entraîneur, donc il va y avoir le cadre collectif pour s'exprimer. Ça devrait quand même bien jouer au football. Voilà, il y a encore une place pour un DP à Orlando. Il y en a que 2 dans cette équipe qui sont Oreda et Pasalic. Il reste une place de DP, donc ça peut aussi bouger à partir du mois de juin. Et évidemment, je préfère le préciser, le rappeler, et c'est ce que je vais faire tout au long de la soirée. Toutes les équipes qu'on donne aujourd'hui peuvent bouger dans le mois qui vient, puisqu'il reste un mois de transfert, et peuvent bouger cet été à la fin des saisons européennes. On va avoir des joueurs arriver en MLS en juin. On sait d'ores et déjà que Casemiro va arriver en MLS, très probablement en MLS au mois de juin. Donc voilà, je croyais Oreda mieux entouré. C'est vrai que c'est bof en l'état. C'est pas extraordinaire. Bon, même si Pasalic a fait une bonne saison l'année dernière, meilleur qu'Angulo en tout cas du côté gauche. Et voilà. Et franchement, le problème il est devant. C'est Maguire ou rien. Donc il faut un 9. Et on verra ce que ça peut donner. Si ça peut tenir derrière. Voilà. Je suis pas forcément hyper emballé par cette équipe, mais après, Pareja, il sait faire jouer ses équipes. Mais voilà. Après, ils ont perdu du monde. Ils ont perdu Alex Freeman en défense, en latéral droit. Ils ont perdu Schlegel dans l'axe. Donc ça veut dire que le duo Schlegel-Johnson ou Brecalo-Schlegel, voilà, ils ont fait, ils ont perdu César Araujo au milieu, ils ont perdu Thoralson que vous avez vu partir à Montréal, ils ont perdu Muriel devant, même s'il n'était pas forcément tout le temps titu, mais Muriel est reparti en Colombie, ils ont perdu, je le disais, Galliese dans les buts. Donc voilà, il y a eu de gros départs, il n'y a pas forcément de grosses arrivées. Donc voilà, ça me paraît un peu limité. Oui, Galliese, je l'avais dit, ouais. Et ça me paraît un peu limité pour Orlando. C'est pour ça que je les vois 11. Mais je le rappelle, pour moi, dans ce classement, entre le 7e et le 13e, tout est possible. Ça devrait pas se jouer à grand-chose. Et c'est pareil, j'ai mis Atlanta 9e. Je vais vous montrer ce qui devrait être le 11 type d'Atlanta. Je les ai mis 9e, pourquoi ? Parce que défensivement parlant, ça devrait être dans l'axe, ça va être solide. Jacob et Gregersen, ça devrait être solide. Elias Baez, très très bon latéral. Il y a l'inconnu du gardien, parce qu'ils sont allés chercher Lucas Hoyos, qui enchaîne les saisons très compliquées ces derniers temps en Argentine. Il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait même être Ibert qui démarre dans les buts à Atlanta. Donc on ne sait pas vraiment qui sera le gardien numéro 1 du côté d'Atlanta. On va voir aussi si on va retrouver le Sabah Ljubianice, le fameux Sabah Time d'il y a 2 ans, qu'on a eu du mal à voir l'année dernière. Et il va y avoir une très très grosse inconnue, qui est l'énorme transfert de la saison dernière. C'est Latelat.
On verra s'il arrive enfin à se montrer au niveau du transfert. Je rappelle un transfert de 22 millions d'euros pour Emmanuel Latelat, qui est l'un des plus gros transferts de l'histoire du club. Ils ont perdu quelques joueurs intéressants, comment dirais-je, qui pouvaient apporter des choses. Je pense à Jamal Thiaré, qui est parti à Columbus notamment, qui aurait pu faire rendu service quand Latelat n'était pas forcément ouf l'année dernière. Ça manque de concurrence au poste de numéro 9. Ça manque de profondeur. Mais pourquoi pas, parce que c'est Tata Martino et que pareil, toujours la même histoire, il va y avoir un cadre collectif à cette équipe-là, et parce qu'il y a un moment où il va falloir que Atlanta passe la seconde, parce que sinon ça va être compliqué, vu les investissements qui sont faits dans cette équipe d'année en année. Atlanta, je suis intrigué. Pareil, je suis intrigué parce que c'est Tata Martino et parce que ça, en fait, je pense que ça appuie sur la touche nostalgique avec Tata Martino. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Qui fait qu'on se dit qu'on a envie de croire enfin à Atlanta qui se remet à briller. Mais vous voyez, moi je les mets 9, c'est vraiment à l'extrême limite. Donc on verra ce que ça peut donner. Je pense que des équipes comme Charlotte ou New York, Charlotte n'a pas, je peux vous montrer, vous savez quoi, vous n'avez pas demandé, mais je peux vous montrer rapidement. Je peux vous montrer Charlotte. Charlotte, ça bouge pas beaucoup, pour le coup. Ça fait juste venir de la Torre qui était à San Diego, à peu près. Ça garde ce socle-là. On n'est pas sur une équipe spectaculaire. On est sur une équipe qui quand même fonctionne vraiment, qui à l'échelle d'une phase régulière va se placer. Moi je l'ai mis placé. Charlotte 6ème, je prends en tout cas. Moi je les vois bien là, je les vois à cette place-là, vraiment. Tant qu'il y a Zaha, ça ira nulle part. Alors je te trouve très très dur parce que je trouve que Zaha c'est très très bien fondu dans cette équipe-là. Joue son rôle bien comme il faut. Je trouve que franchement pour le coup, je vois pas ce qu'on peut reprocher à Zaha sur sa première saison MLS. Vraiment, pour dire les choses. On s'attendait, je vais pas dire on s'attendait à ce que ça floppe. Les haters, comme on dit, s'attendaient peut-être à ce que ça explose en vol. Et ben très franchement, je trouve pas. Je trouve que Zaha fait une bonne saison, comme Charlotte a fait une bonne saison l'année dernière. Je peux vous rappeler combien ils ont terminé l'année dernière, Charlotte. Voilà, ils ont fini 4ème. Ils ont fait une vraie bonne saison. Et cette année, vous voyez, je les place à la 6ème place, donc à peu près dans ces eaux-là. Et je pense qu'ils feront à peu près dans ces eaux-là, parce qu'ils ont à peu près la même équipe que la saison dernière, avec un an de plus avec Dean Smith à la tête. C'est pas l'équipe qui a les noms les plus clinquants, les plus impressionnants de la ligue. Mais franchement, offensivement, quand tu as Zaha, quand tu as Biel, Toklomatis c'est plutôt pas mal. Quand tu ajoutes de la Torre pour réguler un petit peu plus au milieu de terrain, quand tu as une défense qui fonctionnait déjà, franchement, on est sur une équipe extrêmement bien construite, extrêmement équilibrée et qui va faire le taf. Vraiment, qui, à mon avis, va faire le taf. Après, j'en fais pas un champion MLS, mais attention. Parce que avec Kalina dans les buts, si Kalina continue d'être Kalina, oui, à un moment sur les matchs couperés, parce que je le rappelle, on parle de la phase régulière, mais sur la phase élimination directe, ce ne sont pas les attaques qui vous font gagner, sauf quand vous appelez Miami, que vous en mettez 8 à tout le monde. Généralement, c'est votre défense qui vous fait gagner. Ça peut être une surprise cette saison. Oui, après, est-ce que ce serait une surprise de voir Charlotte se hisser en play-off? Non. Après, une surprise, c'est quoi? Les voir arriver genre en finale de conf? Peut-être, on verra. En tout cas, on en est loin et puis beaucoup de choses vont se passer d'ici là. Voilà donc pour la conférence Est. On va probablement rester là sur cette conférence. J'avais dit qu'on ne faisait pas toutes les équipes, mais on les a presque toutes faites. Je suis en train de regarder le déroulé. On n'a pas fait New England, on n'a pas fait DC, on n'a pas fait les deux New York. C'est tout ce qu'on n'a pas fait dans cette conférence. Sinon, je peux vous les montrer rapidement en tant qu'affaire. J'ai dit qu'on les ferait pas toutes, mais à la limite, le travail a été fait. Donc allons-y, je vais vous montrer New York. Pourquoi je crois que New York, les Red Bulls vont aller en playoff? Parce qu'il y a eu des apports intéressants. Il y a eu une équipe sur le papier extrêmement intéressante. Ils sont allés chercher un gardien. Ça a été un vrai problème du côté de New York Red Bulls ces dernières années. On se souvient de Coronel, par exemple. Ils sont allés chercher Horvat, dont on attend beaucoup dans les buts. Ils ont une défense... alors, on va voir si ça va jouer à 4 derrière, je pense. On verra comment ça va s'arranger. Ils ont de quoi faire, défensivement parlant. Parce que là, vous voyez, j'ai mis Voloder, Nilis. Ils ont 2 latéraux. Alors on va voir si Justin Shea à droite va rester latéral ou s'il va jouer centre droit. Ça peut jouer avec Dylan Nilis notamment. Il y a aussi Tim Parker qui peut jouer quelques matchs aussi dans cette défense centrale. Choupo a 125 ans, mais Choupo va avoir du monde pour lui donner des ballons. Alors on va attendre un peu plus de Forsberg qui a pas fait une grosse saison l'année dernière. Jorge Ruvalcaba sur le côté gauche, c'est très très intéressant, vraiment pour le coup. Kate Cowell à droite. Bon bah voilà, les amateurs de Liga MX connaissent Kadeko Way.
Je ne me souvenais même plus que Choupo était au Red Bulls. Alors, pour dire les choses très clairement, si vous aimez Choupo-Moting, si vous aimez Forsberg, profitez-en. Je pense que c'est leur dernière année au Red Bulls, qu'il n'y aura pas de saison supplémentaire. Donc vraiment, c'est le dernier tour hein, pour le coup. Je les vois pas continuer au-delà, surtout Choupo. Donc voilà, ils ont 2 latéraux jeunes et intéressants offensivement, que sont Che et Valencia. On va voir si ça va jouer dans cette défense-là, ce système à 3. Je vous ai dit d'ailleurs, j'ai fait ma connerie habituelle. Alors Raph, ça le ferait marrer. Hein. Ça va le faire marrer. Michael Bradley, il est à New York. Il n'est pas à Toronto. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'intervertis les deux à chaque fois. C'est un enfer. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. J'inverse Toronto et New York. Je ne passe mon temps à faire ça. Je sais pas pourquoi. Donc Michael Bradley, il est là. Il est là, il n'est pas à Toronto. Mais il a été champion avec Toronto, par contre. Ça, je me trompe pas. C'est sûr. Il y a Che, mais où est Guevara? Il est pas là. Il est pas là. Mais il est intéressant, le petit Justin Che, passé par les écoles de jeunes du Bayern. Il a joué avec les U10, enfin avec l'équipe de jeunes du Bayern U19 ou quelque chose comme ça. Il est passé par, il a un petit parcours en Allemagne, du côté de Hoffenheim, je crois, de mémoire. Et il peut jouer latéral droit ou il peut jouer centre droit. Au Bayern, il était dans l'axe, pour dire les choses. Là, on s'attend à ce qu'il soit à droite, mais ça devrait tourner peut-être avec Nilis et lui. Il y a possibilité. Il y a aussi la possibilité de mettre du Raheem Edwards ou du Marshall Routy dans les couloirs, ou du Gengar aussi qui est milieu mais qui a joué un petit peu dans les couloirs. Il y a un joli groupe dans cette équipe-là. Il y a un joli banc aussi. C'est peut-être un peu plus léger devant, même s'il y a un gamin dont tout le monde parle à New York qui s'appelle Rold Mitchell, qui a été très très fort, justement sous la direction, et voilà, c'est pour ça que je recolle maintenant, sous la direction de Michael Bradley qui s'occupait des Red Bulls 2. Vous saviez, je vous parlais tout à l'heure de MLS Next Pro, qui est le championnat des équipes réserves. Michael Bradley a été champion de MLS Next Pro l'année dernière avec les Red Bulls 2, avec l'équipe réserve des Red Bulls, et son avant-centre, c'était le jeune Mitchell. Il doit avoir 19 ans, le garçon, et ça en parle beaucoup du côté de New York. Il prendra pas la place de Choupo-Moting de suite, hein. Mais c'est une alternative pour aller gratter du temps de jeu et faire des bouts de match. Ça peut être intéressant, vraiment, New York, Red Bulls pour le coup. Moi, je les vois en play-off. Ils y étaient pas l'année dernière de peu, mais je les vois en play-off cette année. Salut à Hichem qui vient d'arriver. Et on était sur un New York, on va passer au New York City, comme ça Raph va hurler parce qu'il me voit les placer en play-off. En tout cas, se battre pour les play-offs. Vous le savez, New York City, c'est clairement pas le club que je porte dans mon cœur, pour beaucoup de raisons. Voilà, City Group, terrain de baseball, y a rien qui va dans cette équipe. J'aime pas je suis pas un grand fan des multinationales, donc voilà. Donc c'est pas une équipe que j'ai l'habitude de beaucoup regarder jouer. Il y a des joueurs intéressants dans cette équipe-là. Il y a un gardien que vous devriez probablement, si tout se passe bien pour lui cette saison, retrouver à la Coupe du Monde dans les buts des États-Unis, qui s'appelle Matt Freese. Je pense que ce sera lui le gardien des États-Unis, surtout s'il fait la même saison que l'année dernière. Il a été absolument énorme dans les cages. Effectivement, pas forcément des noms qui vont vous retourner la tête. Attention à Thales Magno quand même, à Hannes Wolf ou à Nico Fernandez offensivement, ça reste intéressant. C'est peut-être un peu tremblotant derrière, mais il y a Freese qui apporte une sécurité quand même. C'est quand même, je trouve, suffisant pour lutter pour les playoffs. Et juste lutter pour les playoffs, et on va pas se mentir, New York City n'a jamais aucun objectif en MLS, ne sert pas à grand chose, cette équipe ne sert à rien. C'est terrible ce que je dis, si vous êtes supporter de City, je suis désolé pour vous, mais cette équipe ne sert à rien, n'a aucun objectif, n'a aucune ambition fixée par la direction, à part faire passer des joueurs. Donc voilà, qu'ils aillent en playoff, déjà ça sera bien, et après ils pourront être éliminés, ils auront ils auront réussi leur saison. L'année dernière, ils ont embêté du monde en play-off, notamment. Qui supporte le New York City FC? Je ne sais pas. Il y a des gens dans les tribunes du stade, mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément l'équipe qui éveille le plus d'ambition en moi. Il me reste 2 équipes à vous montrer et on va faire toutes les équipes comme ça. La famille des joueurs, c'est ça. New England. Alors, New England, les Revs vont-ils faire quelque chose de leur saison? Plus de Caleb Porter sur les bancs, Marko Mitrovic à la place. Sur le papier, des choses intéressantes. Vraiment, l'association Youssouf Reigns au milieu, ça peut être intéressant. Carlos Ril, c'est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de MLS. Ça, c'est clair, depuis toujours. Ils ont été chercher Griffinho pour apporter un petit peu de vitesse et de provocation dans le couloir gauche. C'est une bonne idée.
Ils ont gardé Langoni côté droit, à voir si Langoni fait une saison un peu supérieure à ses moyens, Langoni. La grande interrogation, c'est toujours le même, c'est Léo Campana. Léo Campana a brillé lors des matchs amicaux. Donc on peut se rappeler qu'il marque des buts, mais Campana c'est chaque année une déception. C'est sur courant ultra alternatif, Léo Campana. Je sais pas si c'est des soucis, tu vois, je sais pas si s'il y a un côté fragilité mentale, je ne sais pas. Ou s'il a une capacité à vite douter ou des choses comme ça, mais Campana c'est compliqué, hein. Franchement, chaque année c'est compliqué. À Miami, il avait tout pour briller, ça a brillé un peu et puis ça s'est éteint dès que les grandes stars ont commencé à arriver. Il est parti de Miami, il est arrivé à New England, on s'est dit putain, Campana il a tout pour s'exprimer, il a Carles Reel qui va lui envoyer mais caviar sur caviar. Très franchement, Léo Campana à New England, c'est pas extraordinaire jusqu'ici. On va voir ce que ça va donner avec Marko Mitrovic sur le banc. Il y a une place aussi pour un Tipeee du côté de New England. Je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de moyens non plus. Matt Turner dans les buts. Mettez tout sur Turner MVP. Voilà. Non. Franchement, très franchement, si je déclenche un effet Hello en disant ne mettez pas Matt Turner MVP de la saison et qu'il devient MVP de la saison, waouh. Et là, waouh. C'est l'effet Hello de la décennie. Voilà, on va pas se mentir. New England, ça me paraît compliqué. Défensivement parlant, voilà. Même si le duo Youssouf et Reigns, c'est intéressant. Brooklyn Reigns qui arrive de Houston, c'est intéressant au milieu. Ça me semble quand même assez léger. Je vous remets le classement, je les vois en bas. Je les vois 13e sur 15. Parce que le 14e, pour moi, c'est cette équipe-là. C'est DC United. Alors, pourquoi ? Alors que, pour le coup, il y a eu des coups intéressants qui ont été tentés. Il y a des joueurs intéressants dans les couloirs, que sont Aaron Herrera et Kurokawa. Il y a une défense qui, normalement, s'annonce à 3 avec Kyle Rawls, Lucas Bartlett et Sean Nealis qui peut être intéressante. Ils ont un excellent gardien, Sean Johnson, qui est un des meilleurs gardiens, mais qui a le don de se mettre dans des équipes galères. Je trouve que le milieu est peut-être un petit peu plus léger. Peltola et Caden Clark, ça me semble un peu compliqué sur le papier. Pirani, c'est courant alternatif. Taïb Aribo, dans le jeu, ça apporte pas grand-chose, mais ça va mettre sa dizaine de buts facile. Ils ont le first pick de la draft, ouais, et ils ont Louis Monteanu. Ils ont dépensé énormément sur Louis Monteanu. Je peux te retrouver combien ils ont mis sur Monteanu. Ils ont mis, énormément. Oui, si, ils ont mis énormément. Ils ont mis 6 millions sur Louis Monteanu, qui arrive de Cluj. Je ne connais pas bien, moi, très honnêtement, je vais pas vous mentir, on va pas s'inventer un monde. C'est assez bon, Louis Monteanu. 6 millions d'euros pour un transfert venant en MLS, ça a intérêt à être très bon. Donc voilà. Alors ça peut fonctionner. C'est comme pour tout, ça peut prendre. Moi, j'ai du mal avec DC United. J'ai du mal à... Je sais pas quoi penser de cette équipe-là de manière générale. C'est pareil. Vous vous souvenez, je vais vous remettre le palmarès, mais je passe ma vie à rappeler que DC United doit être une équipe qui joue régulièrement les top places parce que c'est 4 titres de champion, 3 des 4 premiers. C'est une équipe qui depuis 22 ans cherche à retrouver son glorieux passé. C'est une équipe qui normalement doit être destinée à jouer les premiers rôles. Donc je serais très heureux de voir DC United jouer les premiers rôles. Mais ces dernières années, ça fonctionnait pas. Donc là, ils sont repartis sur un nouveau cycle. Il y a eu pas mal de départs, et notamment Christian Benteke, qui est parti. Il est parti aux Émirats, je crois, me semble-t-il. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que généralement ces dernières années je préfère ne pas nourrir de grands espoirs sur DC parce qu'on est systématiquement déçu, et c'est peut-être aussi l'élément qui fait que j'ai toujours aussi un peu de mal à vouloir à essayer de m'enthousiasmer un petit peu pour Chicago pour les mêmes raisons. C'est des équipes qui sont censées jouer les premiers rôles et qui font erreur sur erreur, mauvais choix sur mauvais choix, qui changent de projet régulièrement parce que ça marche pas, tout ce qu'ils font ne marche pas. Donc on verra. Ça vous fait penser à quelqu'un, peut-être. Salut Pierre. Ça vous fait peut-être penser à un club. Mais voilà, un club qui court après son glorieux passé et qui change de projet tous les 6 mois. C'est Toronto, c'est DC, c'est Chicago. Voilà. Même si Chicago, ils n'ont pas changé tous les 6 mois puisque Berhalter est resté. Ainsi se termine ce premier épisode consacré à la conférence Est. Le deuxième arrive rapidement. Il vous conduira tout simplement à la conquête de l'Ouest. We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles McKenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Fierce.
This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior. Wayfair, every style, every home.